revenu le fait qu'à un moment donné, sur nos agendas, sur nos calendriers, on voit apparaître au 14 juillet, à la date du 14 juillet, en abréviation, fête NAT, c'est-à-dire fête nationale. C'est la première chose. Et deuxièmement, qu'est-ce que l'on célèbre? Qu'est-ce que l'on commémore? Ce n'est pas tout à fait le même mot, mais finalement, ce 14 juillet, on est censé penser à quoi? On est censé célébrer quel moment dans notre histoire? Et là aussi, on s'aperçoit que les choses ne sont peut-être pas aussi claires et aussi nettes que cela. Le troisième point, c'est de savoir à partir de quel moment on a considéré que le 14 juillet était une fête nationale, c'est-à-dire une fête qui, dans la loi, prévoit que les Françaises et les Français, les citoyens, se réunissent pour commémorer ou célébrer quelque chose dont je vais parler dans un instant. Donc, pour les nouveaux arrivants, tout le monde connaît la formation, donc il est évident que je n'aurai pas tout à fait ni le ton ni le propos initial prévu. Je vais donc essayer d'improviser, de remixer mon propos. Alors, que célèbre-t-on le 14 juillet, à cette question, je dirais que la culture commune dira le 14 juillet, c'est l'anniversaire d'un événement que l'on appelle la prise de la Bastille, 14 juillet 1789. Bien, c'est un épisode mémorable de la Révolution française qui inaugure le considérable mouvement révolutionnaire. Cela n'aurait pu être seulement qu'un événement d'une année d'ailleurs riche en événements. 5 mai, réunion des États généraux, en juin c'est l'Assemblée nationale, un peu plus tard le 4 août, abolition des privilèges, le 5 octobre, un mouvement de foule ramène brutalement le roi et la reine de Versailles à Paris. Bref, un événement parmi tant d'autres de cette année 1789, ceci dit, on va choisir celui-là. Autre question que j'aurais à traiter, pourquoi le 14 juillet pour célébrer la République? Alors qu'en ce jour de juillet 89, personne ne pensait à la République, bien entendu. Et puis, pourquoi pas, après tout, le 21 septembre, le 25 février ou le 4 septembre, anniversaire des 3 républiques qui se succéderont de 1792 à 1870. Donc c'est à toutes ces questions que je vais tenter de répondre, et pour cela, je vais évidemment dans un premier temps revenir à l'événement lui-même et à sa postérité immédiate, puis dans un second temps, nous verrons comment s'installe, puis se perpétue une fête chômée dans le calendrier officiel de la République française. Alors, le premier moment, c'est évidemment l'événement, la prise de la Bastille. Comment est-on passé de cet événement violent, vous voyez cette gravure de l'époque, légèrement postérieure sans doute, d'un événement violent à une fête révolutionnaire, c'est-à-dire passage d'un moment populaire violent, comme dit Ernest Lavis, le vieil historien, à une réjouissance officielle. Alors, la prise de la Bastille, d'abord, qu'est-ce que c'est? 1789, la France est en ébullition depuis que le roi a décidé de réunir cette assemblée extraordinaire que l'on appelle les États généraux du royaume, pour des raisons essentiellement financières, pour résoudre la crise financière. De plus, cette année 89 succède à une année 1788 particulièrement mauvaise pour les récoltes. Il y a une pénurie de denrées, il y a une montée des prix qui exaspère une population des villes, mais aussi population des campagnes. Or donc, pendant toute cette année, ce début d'année 1789, des troubles secouent tout le royaume, et Paris voit arriver une quantité assez importante de personnes qui quittent les campagnes, les petites villes aux alentours, pour tout simplement venir chercher du travail dans cette période particulièrement agitée. Les troubles se multiplient également dans la capitale. Afflux de population, pénurie, montée des prix, évidemment, tout cela ne permet pas de vivre au quotidien dans une paix assurée. Trouble, qui dit trouble, dit évidemment concentration militaire. Les troubles, évidemment, cela se contrôle, se réprime. Et depuis l'été 89, depuis la fin du printemps 1789, nous avons une concentration de troupes qui se situent en banlieue ou dans les terrains à proximité du centre-ville, en particulier pas loin du Champ de Mars. À Paris, dans cette fin de juin 1789, début du mois de juillet, on suit aussi de très près ce qui se passe à Versailles. Des députés, d'ailleurs, sont nombreux à habiter la capitale.
Et leur lieu de rendez-vous, c'est le Palais Royal. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est au centre de la capitale. Paris, évidemment, n'a pas la configuration actuelle. Le Palais Royal, il y a un jardin, il y a beaucoup de commerces, c'est presque le centre-ville de Paris. Et là, se réunissent, ces députés se réunissent, des publicistes, comme on dit, des avocats, on discute évidemment des événements qui secouent tout le royaume, et également des événements qui se passent à Versailles. Bref, le Palais Royal devient un lieu de rassemblement permanent où se succèdent des tribuns improvisés. Donc, afflux de population, des troubles, crise économique, les affaires versaillaises. Au bout d'un certain temps, on peut considérer que Paris est devenu un véritable chaudron. Notre aventure va commencer le samedi 11 juillet. Samedi 11 juillet au soir, une nouvelle arrive. Une nouvelle arrive, c'est le renvoi du ministre Necker, le populaire ministre Necker, qui proposait une réforme, notamment une réforme fiscale du royaume, renvoi par le roi. Et ce renvoi va susciter une grande vague d'émotions. Le calendrier a son importance ici. C'est le samedi soir. Cela signifie tout simplement que l'Assemblée ne siégera pas le dimanche. Il n'y aura pas de réponse politique ou législative. Il n'y aura pas le débat parlementaire qui pourrait éventuellement accuser le coup du renvoi de Necker. Donc il y a une journée vide. C'est pendant cette journée, évidemment, que l'émotion populaire va grimper d'un cran à Paris. Au Palais Royal, évidemment, on s'agite. Certains commencent à proposer une manifestation. On va aller chercher un buste de Necker dans ce qui était à l'époque le musée Grévin. On va le promener, une sorte de parade qui se déroule dans l'ouest parisien. Cette manifestation, qui appelle au retour de Necker, débouche sur la place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde. Et là, évidemment, il y a des troupes. Puisqu'il y a des manifestations, puisqu'il y a des troupes dans Paris depuis plusieurs mois, évidemment, il y a des troupes. Un escadron de dragons est là, face à face, manifestation. Un coup part, deux coups peut-être, on ne sait pas d'où. Les dragons chargent, il y a des morts, la foule avance, les dragons repartent. La Révolution a fait ses premières victimes dans Paris. Aussitôt, évidemment, on a peur d'une nouvelle répression. Au Palais Royal, dans les jardins, on commence à appeler à l'insurrection, ou plus exactement, on appelle aux armes. Ce sera le mot d'ordre d'un certain Camille Desmoulins. Des armes, il faut aller en chercher. Donc nous sommes le dimanche soir. Nous sommes le 12. Arrive le 13. Et là, l'agitation est extrême. L'agitation est extrême, c'est à ce moment-là que s'organisent des groupes dans les différents quartiers. On cherche évidemment des armes, on cherche à essayer peut-être aussi de trouver des leaders, en quelque sorte. Autre événement, le lundi 13, il y a des mutineries. Des mutineries dans un régiment qui est très favorable aux événements de Versailles, favorable à la Révolution, mutinerie des gardes françaises. Donc cette agitation touche pratiquement toute la capitale, ce n'est plus simplement quelques quartiers, c'est toute la capitale. On va vers la maison commune, l'hôtel de ville. On va, bien entendu, y discuter des mesures à prendre en cas d'arrivée de l'armée. Et surtout, on demande au prévôt des marchands des armes. Le prévôt des marchands essaie de temporiser, il s'appelle Flessel. Il dit les armes, c'est dangereux, il faut pouvoir discuter, peut-être il faut envoyer des messagers à Versailles, voir ce qui se passe. Bref, Flessel temporise. L'exaspération monte d'un cran. Et la nuit du 13 au 14, c'est là que des groupes vont se décider à agir et trouver ces armes qu'il leur faut pour se défendre contre une éventuelle répression. Le 14 au matin, nous sommes donc le mardi, le 14 au matin, très tôt, le soleil se lève tôt, nous sommes au mois de juillet, une troupe déjà conséquente va vers l'ouest de Paris, les Invalides. Les Invalides, c'est-à-dire un hôpital militaire où il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui des vétérans. Et on y trouve des armes. On y trouve des armes. Les témoignages de l'époque, les récits parlent de 32 000 fusils. Et pour que les fusils fonctionnent, il faut de la poudre. Et là, il n'y en a pas. Alors, ce groupe va retraverser Paris dans l'autre sens, chercher de la poudre. Où trouve-t-on de la poudre? Dans ce que l'on appelle un arsenal. Et l'arsenal se trouve à l'est de Paris, au bas du faubourg Saint-Antoine, le long de la Seine. Et là, il n'y a pas de poudre. Plus exactement, il y en a très peu. Et quelqu'un dit, on a déménagé la poudre il y a déjà quelques mois, on l'a installée à quelques centaines de mètres au nord, pardon, quelques pas au nord,
à la Bastille. Alors, la Bastille. Épouvantail de féerie, a écrit un historien. Qu'est-ce que c'est que la Bastille? La Bastille, c'est une vieille forteresse médiévale qui date du roi Charles V. Nous sommes déjà au... Charles V, c'est le XIVe siècle. Donc c'est une vieille forteresse qui est un peu décrépite, il faut bien l'avouer. Elle domine le quartier Saint-Antoine, ce quartier d'artisans, de commerçants. Elle domine de façon impressionnante. Les maisons sont basses, les murailles font plus de 30 mètres de haut. 6 tours, qui lui donnent cette allure de forteresse. Forteresse militaire, elle ne l'est plus guère. C'est plutôt une prison, un lieu de relégation. Quand on parle de prison, entendons-nous bien. C'est la prison royale, c'est la prison d'État. La Bastille est du domaine de l'État depuis sa fondation, depuis Charles V. Ce n'est pas la prison de Paris. La prison de Paris, c'est le Châtelet. C'est sous la responsabilité du prévôt et du lieutenant général de police. Et là, des prisonniers, il y en a beaucoup. Il y en a dans des conditions épouvantables. Au Châtelet, il n'est pas bon d'y faire un séjour. La Bastille, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Il y a des prisonniers, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Ce sont des prisonniers en quelque sorte de marque. Voltaire y fera un séjour. Au XVIIIe siècle, la Bastille commence à prendre une position un peu singulière dans ce qu'on appelle l'imaginaire. Au XVIIIe siècle, la Bastille devient, à elle toute seule, le symbole de l'arbitraire, de la tyrannie, de l'obscurantisme. Tout simplement parce qu'on y enferme par simple volonté royale. Le roi a tout pouvoir en France. Il ne veut pas tout faire, mais il a tous les pouvoirs. Et en particulier de décider de l'emprisonnement d'un de ses sujets. Emprisonnement pour raison d'État, ou emprisonnement, parfois à la demande des familles. Et il y aura effectivement quelques prisonniers, célèbres, parfois un peu mystérieux, dont vont s'emparer la légende ou tout simplement la rumeur publique. Il séjournera par exemple le fameux masque de fer, célébré par Alexandre Dumas plus tard au XIXe siècle. Le masque de fer, on ne sait pas qui c'est. Il a séjourné très longtemps en prison, il y est même mort. Bon, arbitraire royal, caprice de Louis XIV, qui était cet inconnu dont le visage était masqué, nous ne savons pas. Bref, tout ça permet de dessiner une prison un peu lugubre, un peu mystérieuse, en tous les cas assez vite odieuse, qui représente à elle seule ce que l'on va critiquer, c'est-à-dire cette monarchie absolue, le mot viendra plus tard, qui est alors en question. Revenons au 14 juillet 1789. Ce jour-là, le gouverneur de Launay commande une garnison, 80 invalides, on dirait des anciens combattants, des vétérans, et une trentaine de gardes suisses, qui est un des nombreux régiments étrangers qui stationnent près de Paris. Donc, au total, nous avons à peu près 110 personnes dans la garnison. Qu'est-ce qui se passe très exactement? Fin matinée, il est à peu près 10 heures, la foule se presse sous les murs, et après des échanges courtois, des coups de feu partent. On vient réclamer la poudre. Delaunay, évidemment, en tant que gouverneur, dit non, je ne peux rien livrer, je n'ai pas d'autorité pour cela, je n'ai pas le droit. Et très vite, eh bien, dans l'exaspération, quelqu'un tire un coup de feu, les hommes des remparts tirent, il y a des morts dans la foule. On en est là quand, à ce moment-là, arrivent les mutins, les gardes françaises, des militaires. Et là, pour éviter une vraie bataille de rue, Delaunay, le marquis de Launay, accepte d'ouvrir les portes. À ce moment-là, c'est le massacre. La foule pénètre dans la Bastille, il massacre un certain nombre de membres de la garnison, on libère les prisonniers, combien? 7. Peu importe. Événement important, le marquis de Launay, et on s'empare du marquis de Launay, le gouverneur, on lui tranche la tête, et la tête est promenée au bout d'une pique jusqu'à l'hôtel de ville, en cortège. La foule s'est amassée rue Saint-Antoine, et on acclame les vainqueurs de la Bastille. La Bastille est déjà devenue une bataille quasi militaire, avec ses vainqueurs et ses vaincus. Ce ne sont pas des assassins et des victimes, ce sont des vainqueurs et des vaincus. Il y a une nette différence. Dès lors, les assaillants ne sont plus des mutins ou des forcenés, mais ils sont vite déjà devenus des héros. Qui sont-ils?
savons, ce sont généralement des gens du Faubourg Saint-Antoine, des artisans, des boutiquiers, des commerçants. On y trouve un peu de tout. Certainement pas la lie du peuple, comme certains ont pu l'écrire. Aussitôt, des officiels de Paris courent à Versailles. Il faut informer l'Assemblée. Et l'Assemblée, devant cette nouvelle assez incroyable, cette nouvelle particulièrement inquiétante aussi, l'Assemblée proclame que le peuple a fait justice. Donc l'Assemblée donne quitus aux insurgés de 1789, à ceux qui ont pris la Bastille et décapité le marquis de Launay. Pour la petite histoire, Louis XVI est informé. Nous n'avons qu'un témoignage sur son information. C'est par celui qui venu nuitamment, tout cela arrive la nuit évidemment, à Versailles, par le marquis de Liancourt, qui aurait dit, et c'est la phrase est restée à la postérité, Louis XVI se réveille, c'est une révolte, non sire, c'est une révolution. Pourquoi pas? La phrase est belle, gardons-la. Le 15 maintenant. Le 15, évidemment, va se passer pas mal de choses, notamment un remembrement politique. Après le désordre, l'ordre. Et pas l'ordre venu de Versailles, non, non, non. Un ordre venu de Paris. D'abord, Lafayette. Lafayette, qui joue déjà un rôle important dans la Révolution depuis le mois de mai, qui espère trouver sa place, est proclamé général de la garde nationale. C'est-à-dire que Lafayette va avoir sous son autorité l'ensemble des milices urbaines de France. Milices urbaines qui ont pris déjà une part active aux émeutes ou aux troubles qui avaient émaillé le printemps et le début de l'été 1789. Deuxièmement, il faut trouver un nouveau maire. Pourquoi? Parce que le maire Flessel, lui aussi, a été décapité parce qu'il était trop timoré à donner des armes. 2 têtes seront promenées ainsi dans Paris. Et donc il faut trouver un nouveau maire, et on va choisir, ou plutôt proclamer, un peu autoproclamer sans doute, M. Bailly, le voici, Bailly, maire de Paris, qui est un patriote, qui ne cache pas ses sentiments révolutionnaires, ou on va dire progressistes plus tard. L'évêque de Paris fait chanter un Tédéum à Notre-Dame, à la gloire des vainqueurs de la Bastille, et enfin, on va distribuer un nouvel emblème, une cocarde qui va prendre 3 couleurs, le rose, le blanc et le bleu. Le rose deviendra rouge quelques jours plus tard. Bref, le 15, l'émeute populaire qui agite Paris depuis le 11 est donc canalisée. La bourgeoisie parisienne et l'aristocratie libérale fait cause commune avec le peuple, des artisans et des boutiques. Le 17 maintenant. Le 17, il faut calmer le jeu. Le roi est à Paris. Le roi est à Paris, il est accueilli, il fait son entrée, après tout, il regagne sa capitale, c'est tout à fait normal, mais il est accueilli par le maire qui lui remet la cocarde des vainqueurs de la Bastille. Le geste est fort, le geste est symbolique, le geste est politique. Ainsi, le souverain, en acceptant non pas l'hommage, mais l'invitation du maire à rentrer dans Paris, sanctionne l'émeute et donc la révolution qui court depuis 1 mois et demi. En 2 jours, donc, la Bastille est devenue un symbole de l'unité retrouvée et un épisode fondateur de la Révolution. Des images, des récits des récits héroïques sont imprimés et envoyés dans toute la France. Une France qui est elle-même en ébullition, parce que l'émeute du 14 juillet, on la retrouve un peu partout en France, à peu près au même moment. Quant à la Bastille, elle est vouée à la démolition. La voici, en train d'être démolie. C'est l'affaire d'un entrepreneur que l'on va solliciter, un grand patriote, M. Palois. Ah, M. Palois. Il va en faire de l'argent avec la Bastille. Et oui, M. Palois, il va recevoir un peu d'argent de la municipalité pour détruire la Bastille. Mais ici, il pourra aussi garder les pierres. Bon, ne vous inquiétez pas, les pierres, il va d'abord les utiliser pour se faire une petite maison, les revendre à d'autres promoteurs, et aussi à proposer à la mairie de Paris de racheter ces pierres, qu'elle a payées de la démolition, pour construire un nouveau pont enjambant la Seine au niveau de la place Louis XV. C'est le pont de la Concorde, c'est ainsi que si vous vous promenez sur le pont de la Concorde, vous marchez sur la Bastille. Et puis, M. Palois, grand patriote, va demander à des sculpteurs de sculpter ces petites maquettes. Ces petites maquettes, il y en aura près d'une centaine, et 83 maquettes de la Bastille seront envoyées comme signe fédérateur aux 83 nouveaux départements.
l'événement doit sceller l'unité nationale. Comment passe-t-on d'un épisode violent à une date à célébrer? Deux événements vont perpétuer le souvenir du 14 juillet 89. Parce qu'après tout, la Révolution ne s'arrête pas. Il y a d'autres dates importantes. Alors, comme à un moment donné, celle-ci va rester. Deux événements. D'abord, se pose la question de la première date anniversaire, 14 juillet 1790. Un an de plus. Deuxième événement, un peu plus tard, la mise en place d'un calendrier révolutionnaire à partir de l'automne 1792. Revenons au premier. 14 juillet 1790. La fête de la Fédération. Bailly, toujours à la première place, Bailly, propose le 6 juin 1790 de réunir les représentants des gardes nationaux de toute la France. Donc, proposition est faite au général Lafayette de réunir tous les représentants de tous les départements de la garde nationale, c'est-à-dire cette garde patriotique des anciennes milices urbaines. On va les réunir à Paris avec enthousiasme et au même moment devra se dérouler en France des milliers de cérémonies analogues. Évidemment, à Paris, cela va être l'apothéose. L'apothéose, malgré la pluie, 400 000 personnes, estime-t-on, plus, moi je ne sais pas, 400 000 personnes suivent la cérémonie au Champ de Mars. Au Champ de Mars, où un hôtel est édifié. Un immense cortège, défilé, un immense cortège interminable d'officiels, mais surtout de citoyens soldats, ces gardes nationaux, vont traverser Paris et progressivement s'installer pour participer à la cérémonie autour de l'hôtel du Champ de Mars. Autre personnage qui, à l'époque, a sans doute quelques ambitions, Talleyrand, l'évêque d'Autun, célèbre une messe, et Lafayette, évidemment, est le héros de la fête. Le voici, Lafayette est le héros de la fête. Il prête serment sur l'autel, je cite, serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. C'est la devise du royaume de France, désormais, la nation, la loi, le roi, c'est ce que l'on retrouvera sur les pièces de monnaie. C'est la fête de la Fédération, c'est la fête de la Concorde retrouvée, symbolisée par le fameux drapeau tricolore qui fait là son apparition quasiment officielle, bleu, blanc, rouge. Bleu et rouge, c'est les cours de Paris, bien sûr. Blanc, les couleurs du roi, mais c'est déjà surtout la couleur de cette cocarde qui a signifié le grand moment patriotique du 14 juillet. Vous remarquerez que là, les bandes sont très horizontales, n'est-ce pas? Ça ne plaira pas tout à fait aux marins. La marine, à qui on proposera de prendre ce drapeau pour emblème, dira oui, c'est très bien, il y a juste un petit problème, les Hollandais ont le même. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, donc, de l'horizontal, on passera au vertical. Voilà pour l'anecdote. Cette cérémonie tire bien entendu son origine dans la date anniversaire de 1789. Mais finalement, on en a complètement aboli le caractère violent. C'est fini, la violence a disparu. Plus de têtes au bout de pique, plus d'incendies, plus de massacres, plus de coups de baïonnette. Tout va très bien. Elle obéit aussi, cette cérémonie, elle n'est pas née de nulle part, elle n'est pas simplement née de la date anniversaire. Elle obéit aussi à une idée diffuse au XVIIIe siècle d'une transformation d'un rôle social, d'un rôle politique de la fête. Écoutons là-dessus Jean-Jacques Rousseau, qui dans sa lettre à d'Alembert explique parfaitement que les fêtes publiques sont nécessaires. C'est en plein air et sous le ciel qu'il faut vous livrer aux doux sentiments du bonheur. Les peuples doivent être aussi bien acteurs que spectateurs de ces fêtes patriotiques nouvelles qui vont ainsi sceller l'union nationale. L'année suivante, évidemment, les choses se passent pas très bien. Les festivités prennent un caractère dramatique. Les temps ont changé. Le roi a fui. Il est rattrapé à Varennes le 21 juin. La guerre menace. Avançons. La France, et Paris bien sûr, est sous haute tension. Il est hors de question de célébrer à nouveau la fête de la Fédération. Néanmoins, vous avez les gens qui se regroupent au Champ de Mars, là encore pour signifier un sentiment patriotique. Ça tourne à l'émeute, fusillade. Nous ne sommes pas le 14, nous sommes le 17 juillet 1791.
Ainsi s'éteint cette première phase, j'ai envie de dire, d'acclimatation. La révolution n'est pas terminée. Elle se prolonge. Elle se prolonge avec ces épisodes heureux ou dramatiques. 10 août. 10 août 92. Prise des Tuileries. Autrement, phénomène plus violent que la prise de la Bastille. Des centaines, voire des milliers de morts. 21 janvier, le roi a été mis en accusation pour trahison. Il est condamné à mort. Il est exécuté sur la place Louis XV, désormais appelée place de la Révolution. C'est le 21 janvier 1793. Et d'autres épisodes, bataille de Valmy, et puis bien d'autres encore, ponctueront cet épisode révolutionnaire particulièrement riche en événements. Chaque épisode devient à lui seul une date à écrire. Et on va pouvoir l'écrire dans le nouveau calendrier qui se met en place immédiatement après la chute de la royauté, après le mois d'août 1792. Les républicains, soucieux de rompre avec l'Ancien Régime, veulent rompre avec le calendrier, et donc avec ses fêtes traditionnelles, notamment les fêtes religieuses. Nouveau calendrier, c'est celui, vous le connaissez, hein, avec ces mois qui ont été empruntés grâce à... Ça y est, j'ai oublié son nom, ce poète, Fabre d'Églantine, à la nature, Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, etc. Tout cela est parfaitement bien divisé en 10 mois. Nous sommes maintenant dans l'ère du système métrique. Il va falloir également que les semaines tombent juste. Évidemment, la logique républicaine ou les envies républicaines ne sont pas forcément conformes à l'astronomie. Il y aura vite quelques petits problèmes. Mais ce calendrier va ainsi être le calendrier officiel de la République française, sachant que l'an 1, évidemment, sera, l'an 0 préféré, sera 1792, à partir de 1793, et notamment la proclamation de la République, on parle en 2, en 3, c'est un calendrier que l'on retrouve, on retrouve les dates jusqu'à l'an 12, c'est-à-dire déjà quasiment sous l'Empire. Alors, ce calendrier va inclure, évidemment, ce nouveau calendrier va inclure les fêtes nouvelles, c'est-à-dire les fêtes à célébrer désormais, qui doivent glorifier à la fois la Révolution et le sentiment patriotique. Et ces fêtes, ce seront des fêtes anniversaires. Il s'agit de fêtes civiques, officielles, obligatoires, le 4 août 89, le 14 juillet, le 21 janvier, le 10 août, proclamation de la Constitution. Des fêtes funèbres également, on ajoute des fêtes funèbres en l'honneur des martyrs de la liberté. Il y aura une fête de Marat, une fête de le Pelletier de Saint-Fargeau, autre victime de la Révolution, etc., etc. Donc il s'agit bien de se substituer ici au calendrier religieux, au calendrier ancien, qui était marqué ponctué par la fête des saints. Ça devient vite un peu incontrôlable. Avec la chute de Robespierre, c'est Thermidor, change un petit peu, on s'apaise un petit peu, et puis surtout le Directoire. Le Directoire tente un peu de remettre de l'ordre, sinon dans le pays, parce que c'était un grand désordre, mais au moins dans le calendrier. Et là, le Directoire installe un nouveau cycle, grâce à un député, le Robélière Lepot, qui propose une stratégie pédagogique et, j'ai envie de dire, un conditionnement collectif. Il s'agit de définir, de classer les fêtes en fonction de leur utilité sociale et patriotique. Il y aura 3 catégories. D'abord, les fêtes anniversaires de la Révolution. Le 14 juillet, le 21 janvier, exécution du roi, et le 9 Thermidor. Des fêtes morales. Ah oui, il faut éduquer. Il y aura la fête de la jeunesse, la fête des vieillards, la fête de l'agriculture, chose éminemment importante à l'époque. Et bien entendu, il y aura des fêtes funèbres de reconnaissance des héros morts pour la patrie. Alors évidemment, ce n'est peut-être plus tout à fait le citoyen Marat qui est à l'honneur, on va changer. Marat va vite passer à autre chose. Ce sera Hoche, le général Joubert, les victimes de Prairial, etc., etc. Donc 3 catégories, messe anniversaire, des fêtes anniversaires, des fêtes morales et des fêtes funèbres de reconnaissance. Bon, Bonaparte arrive, le consulat, l'Empire, là c'est vraiment l'ordre, le sabre a raison, on envoie tout ça aux poubelles, à grands coups de balai, toutes ces fêtes révolutionnaires s'éteignent avec rapidité et prennent fin définitivement avec le Concordat. Maintenant, on va se réconcilier avec l'Église, la déchristianisation et la lutte contre le clergé, c'est terminé, le temps est à la concorde, on reprend les fêtes chrétiennes d'autrefois. Et ça va, et très vite, partout. On assiste, sans problème, au retour des fêtes traditionnelles, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient profanes, au reste.
Sous l'Empire, Napoléon Bonaparte suggérera juste une fête un peu particulière en son honneur. Pas en son honneur, on va rester très traditionnel. Le 15 août, ce sera la Saint-Napoléon. On cherche encore l'histoire de ce saint, si vous avez quelques lumières là-dessus. D'une manière générale, la France impériale renoue avec les festivités de l'Ancien Régime qui célèbrent le moment venu un événement et non un anniversaire. On célèbre davantage la naissance du roi de Rome, pardon, le mariage autrichien, bien sûr, le mariage de l'empereur, on célèbre la naissance du roi de Rome, on célèbre comme il se doit les grandes victoires, il y a des tédéums chantés, il y a des feux d'artifice, il y a des défilés, bref, tout cela rappelle tout à fait les fêtes de l'Ancien Régime, mais on ne célèbre pas d'anniversaire. J'ouvre une petite parenthèse pour dire tout simplement, c'est que aussi, cette notion d'anniversaire ne s'impose pas facilement dans la société française. D'ailleurs, jusqu'au début du XXe siècle, et moi j'ai même encore connu une période où, dans certaines familles, on ne célébrait pas l'anniversaire. Par contre, on célébrait la fête. La fête, c'est-à-dire le prénom. La Saint-Philippe, la Saint-Louis, la Saint-Jean, la Saint-Pascal, moi, 17 mai, loupé. Mais pas l'anniversaire. L'anniversaire, il faut bien comprendre que c'est aussi quelque chose de relativement neuf. Je dis relativement, parce que maintenant, quelque chose qui est bien rentré dans les mœurs depuis au moins la moitié du XXe siècle. Et cette notion d'anniversaire ne s'est pas imposée aussi facilement qu'on pourrait le croire. On célèbre davantage donc, des événements. Voilà, donc c'est fini. La restauration monarchique revient, 1814-1815. Évidemment, plus question de 14 juillet. Le 14 juillet, toutes les autres fêtes ont disparu. Je pourrais m'arrêter là. Oui, mais. Et là, c'est le deuxième temps, c'est que l'on va voir arriver une grande vague portant à nouveau une date anniversaire. Le 14 juillet 1780. Alors pourquoi le 14 juillet? Pourquoi pas les autres? Le 14 juillet reprend des couleurs d'abord sous la monarchie de Juillet. Louis-Philippe, 1830. À la fois avec la renaissance du Parti républicain et l'essor du romantisme. L'histoire de la Révolution, à l'époque, est à la mode. L'histoire de la Révolution est à la mode et, pour citer les plus importants, Guizot, Lamartine et surtout Michelet reprennent la date de la prise de la Bastille comme un moment fort et un moment initial. Je vais vous lire, je vais être assez bref, ce que en dit Michelet dans son Histoire de la Révolution française, publiée en 1847. Les vieillards qui ont eu le bonheur et le malheur de voir tout ce qui s'est fait dans ce demi-siècle unique, où les siècles semblent entassés, concentration, déclarent que tout ce qui suivit de grand, de national, sous la République et l'Empire, eurent cependant un caractère partiel. Tous les moments ont eu un caractère partiel, malgré cette concentration de l'histoire, en quelque sorte, sur ces 25 années exceptionnelles. Tous les événements ont un caractère non unanime. Et tous sont d'accord pour dire que seul, je cite Michelet, le 14 juillet fut le jour du peuple entier. Qu'il reste donc ce grand jour, qu'il reste une des fêtes éternelles du genre humain, non seulement pour avoir été le premier de la délivrance, mais pour avoir été le plus haut dans la concorde. Pour Michelet, le 14 juillet concentre toute l'histoire de la Révolution et de l'Empire et il assume à lui seul l'existence historique de la communauté nationale. Je dirais que la chose est dite au moins du côté des historiens au sentiment républicain prononcé. Il ne faudrait pas oublier non plus Louis-Philippe dans cette affaire. Le roi bourgeois a aussi tenté de capturer le 14 juillet, alors lequel 89 évidemment. D'abord, le début du régime commence par une révolution qui a lieu 3 jours en juillet, 27-29 juillet 1830. Bon. Et pour commémorer cette révolution, Louis-Philippe va faire édifier place de la Bastille, là où il y avait la citadelle. En fait, pas tout à fait. La citadelle était... ici, nous avons le bassin de l'Arsenal derrière. Donc la citadelle était plus à l'entrée de la rue Saint-Antoine. Et il fait édifier 7 colonnes où sont gravés les morts de la Révolution de 1830. Et évidemment, cela s'appelle la colonne de Juillet, laissant finalement l'équivoque. Cette colonne
C'est le 14 juillet 89 ou c'est autre chose? Si nous demandons aujourd'hui aux Parisiens lambda, place de la Bastille, il va nous dire c'est la colonne du 14 juillet. Pas du tout. Mais la monarchie de Juillet aime bien entretenir l'ambiguïté, c'est qu'elle a besoin aussi de légitimité, et comme pour Michelet, elle a besoin de s'appuyer sur un concentré d'histoire qui a été confirmé par la Révolution et par l'Empire. Est-ce que pour autant le 14 juillet va sortir de la boîte, du chapeau de Louis-Philippe? Non. Louis-Philippe va partir en exil, une nouvelle révolution, beaucoup moins sanglante que les précédentes. En 1848, le laisse de côté, la République est proclamée. La République est proclamée, peut-être va-t-on voir arriver le 14 juillet comme fête nationale. Pas du tout. C'est le 4 juin. Le 4 juin, c'est la fête de la Constitution. Et surtout, on n'aura même pas le temps de penser au mois de juillet, parce que fin juin, éclate une révolte ouvrière dans Paris qui sera une des plus sanglantes de l'histoire du 19e siècle avec la Commune de 1871. Donc autant vous dire que le 14 juillet, d'ailleurs l'Assemblée continue ses travaux le 14 juillet 1848, le 14 juillet n'est pas dans le calendrier de 1848 de la Deuxième République. Le 14 juillet, évidemment, n'est pas non plus à l'agenda de Napoléon III, on l'aura compris. 1870. Ah, la République est à nouveau proclamée. Mais il faut attendre 1879 pour que le Parti républicain accède au pouvoir. Et là, à partir de ce moment, ce Parti républicain, ces radicaux, vont se mettre en quatre pour républicaniser les esprits selon la leçon de leur devancier. Dès le 6 juillet 1880, ça fait donc quelques mois seulement, ça fait 7 mois qu'ils sont au pouvoir, 8 mois. Dès le 6 juillet 1880, le 14 juillet est décrété fête nationale de la République française. C'est la loi. Un petit texte de loi très court. Quand on regarde le texte de loi, il manque juste quelque chose. Le 14 juillet est la fête nationale. D'accord. Quelle date? Ni 89, ni 90, 1790 ne figure dans le texte de loi, ni dans l'exposé des motifs. Quand on regarde dans les débats parlementaires qui ont donc permis le vote de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu des débats vifs pour dire, mais qu'est-ce que l'on commémore? Qu'est-ce que l'on célèbre? 14 juillet 89? Ah non, 14 juillet 89, c'est sanglant, c'est pas bien. Et puis un député trouve finalement l'argument décisif. Non, c'est le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, la fête de la Concorde, le drapeau tricolore et la Lafayette de tout à l'heure. Drapeau tricolore que maintenant on met un peu partout, tous les murs officiels. Bref, 1790 fait donc un habile contrepoids à 1789. Et là, j'avoue que on peut s'y perdre aisément, et peu importe au final. Chacun va y mettre ce qu'il souhaite. Cette loi fait partie évidemment d'une première série de conquêtes de la société afin de rendre cette république radicale irréversible. Et cette conquête passe d'abord par des symboles. Je rappellerai que l'année précédente, tout à fait à la fin, la Marseillaise devient l'hymne national par la loi. En 1880, le RF, vous voyez ici, RF remplace les monogrammes royaux et impériaux, bref, la République s'installe. Le 14 juillet fait donc partie de cette panoplie politique qu'il convient de faire accepter. Cela peut sembler tard, mais rappelons que d'autres fêtes arrivent à peu près au même moment. Je dirais que la France, finalement, donne une fête nationale, un anniversaire, elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule, on en parlait encore ce matin avec les étudiants, par exemple le Canada, 1867. Les États-Unis, le 4 juillet, c'est le général Ulysse Grant qui décrète le 4 juillet comme fête nationale aux États-Unis en 1870. Si je m'intéresse un peu aux monarchies parlementaires qui ont aussi utilisé des fêtes nationales, la Suisse et la Belgique, c'est 1890 et 1891. Pour les autres pays, nous sommes en monarchie, évidemment, c'est plutôt les fêtes traditionnelles qui vont ponctuer l'anniversaire du roi ou de la reine et d'autres événements royaux qui ponctuent finalement le calendrier festif. Donc finalement, ce 14 juillet, il arrive dans un mouvement sans doute déjà un petit peu plus général. Alors, évidemment, imposer une fête, c'est bien gentil, une fois qu'on l'a mis sur le calendrier, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que ça intéresse du monde? Il faut qu'il y ait un caractère festif dans l'affaire. Il faut que ce caractère festif de la fête de fédération soit préservé. Il faut des acteurs. Alors les acteurs, il y a évidemment
comment dire, des instructions qui sont envoyées dans les préfectures, dans chaque département, et ces instructions sont ensuite renvoyées vers les maires chargés, sur leur budget, de régler les festivités du 14 juillet. Ce n'est pas un caractère obligatoire, mais c'est un caractère, disons, insistant. Alors, il y a d'abord des cortèges qui doivent être formés autour du drapeau, des cortèges d'officiels. Officiels, c'est-à-dire le maire, les officiers municipaux, et le cas échéant, si on est dans des sous-préfectures, des préfectures, les représentants de l'État. L'armée. L'armée est tout de suite associée, pour avec M. Siegfried, maire du Havre, papa de Jules. L'armée est tout de suite associée parce que les républicains ont besoin de s'assurer de la loyauté de l'armée. Une armée qui hésite, une armée qui ne comprend pas très bien qui sont ces gens qui sont arrivés au pouvoir en 1879. Donc il faut très vite s'assurer de leur loyauté, et la première cérémonie à Paris d'ailleurs sera une remise de drapeau par le président de la République, comme faisait Napoléon Ier avec la remise des cocardes, et comme autrefois le roi remettait les drapeaux à ses régiments. Le président de la République, Jules Grévy, va se substituer ainsi au souverain, en quelque sorte. C'est donc l'occasion de gagner à la cause de la République l'armée, et une revue est une des parades obligées. Autre corps sollicité souvent, les pompiers. Alors les pompiers, ce n'est pas anecdotique. Les pompiers, c'est un corps de volontaires. Et comme tout corps de volontaires, d'abord, il y en a partout, les pompiers, alors que l'armée, il n'y en a pas partout. Les pompiers vont jouer un rôle essentiel au cœur de l'organisation des festivités. D'abord, ils représentent l'héritage de la garde nationale. Ce sont en quelque sorte les descendants de ces milices volontaires, qui sont issus directement du peuple, comme on disait à l'époque. Ce sont des hommes du feu. On va leur donner l'organisation des feux d'artifice qui vont vite se multiplier comme dans les anciennes fêtes, c'est important. Et enfin, souvent certains sont musiciens, ils participent à des orphéons, à des associations musicales, et c'est évidemment à eux que l'on va confier l'animation du bal du 14 juillet. Donc les pompiers, c'est l'uniforme du peuple, en quelque sorte. C'est volontaire, hérité de la garde nationale de 1789-90. Les enfants des écoles vont être mobilisés au fur et à mesure que s'installe l'enseignement public. Je n'ai pas le temps de détailler la politique des radicaux à cet égard, mais 1881, 1882, ce sont les fameuses lois Ferry qui vont se multiplier jusqu'en 1885. Donc les enfants des écoles vont être mobilisés, l'instituteur fonctionnaire recevra des instructions en ce sens, alors là les choses sont très claires, on a des documents, et ils devront ainsi participer au cortège, le soir notamment à ce qu'on appelle la retraite au flambeau, une sorte de veillée funèbre, en quelque sorte, où les enfants tiendront des torches allumées, et le matin, ils devront participer aux festivités. Évidemment, pour les enfants des écoles, il va y avoir un petit avantage, c'est que progressivement, on fera coïncider le début des vacances scolaires, les vacances d'été, avec le 14 juillet. Jusque dans les années 1950, le 14 juillet commençait au 14 juillet, commençaient les vacances scolaires. Évidemment, de ces festivités, le prêtre est progressivement écarté, ce qui n'était pas le cas dans les fêtes précédentes, notamment en 1848. Le caractère populaire s'impose vite. Il est vrai que la République n'a pas osé supprimer les fêtes religieuses ni les fêtes locales, qui restent extrêmement importantes en France. En réalité, le régime ne fait que superposer ça, en fait. Elle intègre ainsi un calendrier festif qui ponctue l'ensemble de l'année. J'ai voulu, évidemment je serai là peut-être un peu plus bref que je ne le pensais, rappeler un petit peu quels sont les 14 juillet un peu mémorables. Car l'histoire du 14 juillet, bien sûr, Paris, pas que Paris, bien entendu, mais a vu des épisodes dans l'histoire tout à fait intéressants. Le 14 juillet a parfois été l'occasion de manifestations tout à fait singulières. J'ai parlé du 14 juillet 1880, le premier, bien. 1883. 1883, le 14 juillet, la parade a lieu sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris. Il n'y a pas encore ces défilés en centre-ville, un peu difficile. La parade a lieu, la revue, comme on dit, a lieu sur l'hippodrome de Longchamp. Le président de la République, le gouvernement, y assiste avec aussi invité les ambassadeurs, donc ça devient vraiment une fête officielle. Et là, le ministre de la Guerre
montre au président de la République l'armée, qu'il a d'ailleurs et qu'il a largement contribué à réformer depuis 3 ans. Ce ministre de la Guerre s'appelle le général Boulanger. Et ce général Boulanger va utiliser ce 14 juillet comme une marque de publicité. D'abord, patriote, républicain, il l'a montré, en plusieurs circonstances. Son patriotisme le rend suspect d'ailleurs à l'égard de Bismarck et des Allemands. Et un mot de Bismarck va le rendre encore plus populaire. Et à partir de juillet 1883, ce général Boulanger va se sentir un destin et devenir un peu le héros des nationalistes, des gens qui considèrent que le parlementarisme, tel qu'il est exercé depuis quelques années, n'est peut-être pas conforme à ce que doit attendre un pays qui doit faire face à une menace, notamment la menace allemande, et reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Bref, le général Boulanger devient le héros des roulades, de ces partis patriotes qui vont se multiplier, et il y aura presque pas des tentatives de coup d'État, mais il y aura une affaire Boulanger qui va ponctuer l'histoire de la Troisième République comme un moment fort de sa contestation. Autre grand moment, le 14 juillet 1919. Le 14 juillet 1919, c'est Clémenceau, président du Conseil, qui l'a voulu. C'est le défi de la victoire, 11 novembre 1918, armistice. 29 juin 1919, le traité de Versailles est signé. La paix est faite. Et là, un défilé considérable, puisque chaque régiment ayant combattu pendant la Grande Guerre va défiler, passer sous l'Arc de Triomphe. À l'époque, il n'y a pas encore la tombe du soldat inconnu, elle viendra plus tard, passer sous l'Arc de Triomphe et traverser une bonne partie de Paris. Le défilé va durer plus de 4 heures devant tous les officiers généraux, et on fera également défiler les troupes alliées. Voici ici la carte postale qui montre les troupes américaines. Alors, ce défilé de 1919, à bien des égards, il est important parce qu'en définitive, c'est l'épreuve de la Grande Guerre qui va souder la nation. Et à ce moment-là, le 14 juillet devient aussi le symbole de ce qu'on appelle déjà l'union sacrée. Ce qui n'empêche pas des critiques. Ce qui n'empêche pas des critiques, à gauche, tout d'abord, socialistes, plus tard communistes, 1920, ont considéré le 14 juillet comme une fête essentiellement militaire. Et le militarisme sera fustigé tant et si bien que sous la date qui sera préférée, évidemment, qui existe déjà depuis la fin du XIXe siècle, c'est plutôt le 1er mai qui doit rassembler les travailleurs, et il y a régulièrement des manifestations lors du 1er mai au mur des Fédérés, symbole de la répression contre la Commune, qui deviendra le marqueur des fêtes de gauche. À droite également. À droite, on sait que le 14 juillet, c'est la fête de la République. Et notamment l'Action française et Charles Maurras préféreront célébrer Jeanne d'Arc le 9 mai. Ainsi se superposent d'autres fêtes qui d'ailleurs deviendront fêtes nationales. Le 1er mai 1941 deviendra aussi un jour férié. Le 9 mai sera décrété fête nationale en 1922. Mais il n'est pas jour chômé. Durant l'occupation, Vichy, le 14 juillet, est mis en sourdine. Néanmoins, en zone sud, les défilés militaires et patriotiques sont maintenus au moins jusqu'en 1943. La date qui pose problème, c'est le 11 novembre. 11 novembre, décrété jour chômé. 11 novembre, c'est l'armistice. Et évidemment, dans un pays occupé par les Allemands ou sous l'œil allemand, célébrer le 11 novembre pourrait s'avérer extrêmement critique. Il a été critique. 11 novembre 1940, des centaines d'étudiants se retrouvent sur les Champs-Élysées pour protester contre l'occupation allemande. La répression est terrible. Il y aura des dizaines de personnes arrêtées et déportées. Le 11 novembre sera aussi l'occasion de manifestations patriotiques qui seront également réprimées. Je cite le 11 novembre 1943 à Grenoble. Autre date, autre temps, 61-62, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle président, le défilé a lieu maintenant sur les Champs-Élysées depuis 1919. On défile devant, on défile devant le chef de l'État, le gouvernement et le corps constitué, etc. Sur les Champs-Élysées. Charles de Gaulle fait passer l'armée, sauf que 61-62, c'est pas forcément une bonne date. On craint un attentat. C'est l'OS, c'est le temps de la guerre d'Algérie, et l'armée et le pouvoir sont en délicatesse. Le bicentenaire, 14 juillet 1889. Évidemment, le bicentenaire, là aussi, c'est un moment important. François Mitterrand, président de la République, on veut faire de cette manifestation une manifestation populaire, bien sûr, mais aussi avec un message patriotique, un message plutôt politique.
on veut célébrer la République française, reine des démocraties, en quelque sorte. Et là aussi, il y aura bien des critiques. Il y aura bien des critiques à gauche, où on continue de parler de fêtes militaires, militaristes. Il y aura des contre-manifestations à la Bastille. D'autres également n'auront pas leur langue dans leur poche. Je pense à Margaret Thatcher, Premier ministre britannique, qui était invité, qui déclare que ni les droits de l'homme, ni la démocratie parlementaire n'ont été inventés par la France. Donc les Français peuvent s'agiter le 14 juillet, ça ne nous concerne pas. C'est le temps aussi de la remise en cause de la Révolution française comme, pardon de ce mot abominable, de success story. C'est le temps où la Révolution française aussi, il y avait une interprétation plutôt marxiste, va être un peu écornée par des historiens, notamment François Furet. Et donc le bicentenaire arrive à un moment où, dans la pensée française, eh bien, la Révolution, comme disait Clémenceau, n'est plus tout à fait d'un bloc. Et on commence à pointer un certain nombre de problèmes, et notamment la question des dictatures, de la terreur, de la violence, etc. etc. Je citerai un dernier 14 juillet, évidemment, je m'arrêterai là, 1994. 1994, je crois que je n'ai pas la photo. Non, je n'ai pas la photo. 1994, c'est l'Eurocorps. C'est aussi l'occasion, maintenant, c'est une fête internationale, la télévision d'ailleurs rend bien cela. C'est une fête internationale, le 14 juillet, et le défilé est souvent l'occasion aussi de manifester des alliances ou des liens politiques un peu neufs. Et il avait été proposé de faire défiler un corps constitué de troupes à la fois françaises et allemandes lors des festivités du 14 juillet, du défilé, la parade du 14 juillet 1994. Il y a eu un tollé de protestations considérables. 1994, les troupes allemandes ne peuvent pas défiler sur les Champs-Élysées, même si la politique, grande politique stratégique, le demande. Voilà, j'avais une conclusion, et si vous le permettez, aujourd'hui, je ne la lirai pas, parce que j'avais été sur un ton un peu humoristique, et au bout d'une heure, j'ai plus de difficultés à improviser, on va dire ça comme ça, j'avais une conclusion. En tous les cas, je vous remercie de votre attention.